cousins qui sont à l'emploi, d'ailleurs, de l'entité financière Bear Stearns. On parle de Jérôme Kohlberg, Henry Kravis et George Roberts. La spécialité de KKR, là, on va juste dire KKR, l'acronyme, là, c'est plus vite que dire toujours à chaque fois Kohlberg, Kravis, Roberts. La spécialité de KKR, c'est le rachat d'entreprises sous-capitalisées ou sous-évaluées alors qu'ils vont recourir à l'emprunt, c'est-à-dire l'endettement massif. Et on fait ça auprès de banques d'investissement, qu'on va appeler des banques prêteuses, qui vont amener le cash flow. On fait ça auprès également de riches investisseurs privés qui veulent placer leur billet en échange de fructueux rendements. On fait ça auprès de fonds de pension ou de caisses de retraite qui appartiennent en fin de compte à des employés, des salariés. Ils ont mis leur billes, puis ils confient la gestion à des administrateurs supposément imputables et chevronnés. On voit ce que ça peut donner. La technique utilisée par KKR s'appelle l'effet de levier, ou en anglais, Leverage Buyout, LBO. Cette technique permet à KKR d'investir dans ses opérations d'offres publiques d'achat non sollicitées, ou ce qu'on appelle aussi des OPA hostiles ou des OPA sauvages. Ça leur permet de mettre une mise de fonds initiale très petite, infime, à même ses capitaux propres. C'est souvent une mise inférieure à 25% du montant de l'offre publique d'achat totale sur une compagnie XYZ, entre autres choses. Et tout le reste va être emprunté sur promesse de juteux retour sur investissement à très court terme, c'est-à-dire maximum 4 à 5 ans au total. Pour s'assurer que les dirigeants de l'entreprise qui va être rachetée par KKR vont accepter leur offre publique d'achat, bien, KKR va leur offrir en échange de leur appui des obligations de pacotille, ou ce qu'on appelle dans le milieu des junk bonds, ou obligations pourries, concoctées d'ailleurs par le spécialiste des junk bonds, M. Michael Milken. C'est un financier à l'emploi de la Drexel Burnham Lambert Bank à Wall Street. La valeur des junk bonds dépend fortement du rendement annuel de l'entreprise qui vient d'être achetée. Et ça va inciter les dirigeants de l'entreprise rachetée à se concentrer presque exclusivement à la création de la valeur du titre boursier à très court terme. Il faut créer la valeur coûte que coûte, quitte à répandre des fausses rumeurs dans le marché, ce qui va booster le titre de l'action. Il n'y a rien là. Toutes les méthodes sont bonnes. Dès les 2 premières années suivant son acquisition, la compagnie KKR, le fonds spéculatif KKR, va s'appliquer à placer ses hommes liges à tous les postes clés dans la nouvelle administration, à restructurer l'entreprise, à vendre ses parties les moins rentables, à conserver les plus performantes et à dégraisser les effectifs tout en coupant drastiquement dans les charges salariales et sociales. Après 4 années de réingénierie sauvage, l'entreprise est revendue avec un fort retour sur investissement. Souvent, les rendements dépassent les 15% par année. Les objectifs atteints, les dirigeants de l'entreprise qui ont été rachetés par KKR ne recevront leur émolument financier qu'une fois que les principaux investisseurs initiés sont remboursés, c'est-à-dire les banques prêteuses en premier, puis les riches investisseurs fortunés. M. Jérôme Kohlberg, lui, est né en 1925. Il va se joindre à Bear Stearns à Wall Street en 1955. Il est d'ailleurs cofondateur de KKR qu'il va quitter en 87 suite à une divergence d'opinion concernant les offres publiques d'achat sauvage que ses 2 cousins effectuaient. Il va fonder d'ailleurs Kohlberg & Company en 1987 avec son fils James, qui lui est un ancien financier de Merrill Lynch. Ils vont fonder d'ailleurs ensemble la Kohlberg Foundation en 1994, question d'éluder l'impôt. Alors, on est-tu rendu à la pub? Oui. Alors, on va en faire un petit dernier, puis on va aller à la pub, suivi de la pause musicale. George Roberts, le 2e cousin, lui, il est né en 1945. Il va se joindre à la banque Bear Stearns de Wall Street dès la fin des années 50. Il est membre de l'American Enterprise Institute à Washington, qui est un think tank pour les plus puissantes compagnies américaines. Et il est également directeur sur la conception des compagnies Safeway, Primedia, Duracell, Union Texas Petroleum. Et on va poursuivre le profil de KKR après cette pub et cette pause musicale. Ici, à Zone de Résistance, tu nous mets quoi, mon cher Oliver? Ça va être Noir Désir et la pièce L'Homme pressé. Ben, on n'est pas pressé, mais on va y aller en pub, on va aller en musique, et on est de retour ici dans quelques minutes, ici à Zone de Résistance, CSM 89,3 FM, c'est la radio Université de Montréal. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron-Mico et Oliver. On rappelle le titre de cette toune? C'était L'Homme pressé de Noir Désir. Il y en a un qui était pressé d'aller en élection, hein, notre ami Jean Charest, avec ce que la presse a révélé concernant les pertes de la Caisse des dépôts et de placement. On aura les résultats dans 2 semaines. On parle de 25% de sa valeur, une valeur de 150 milliards d'actifs qui gère notre bas de laine. Et on parle peut-être des pertes de 38 milliards de dollars. C'est à suivre! Et on parle même, Radio-Canada, Christian Latreille, qu'il y a un document qui circule à l'effet que les têtes vont rouler à la direction de la Caisse des dépôts et de placement. Faut le faire, hein? Ah, taboy! On va attendre. Quand on aura les vrais chiffres, on commentera tout ça. Là, pour le moment, c'est un scoop qu'André Noël de la presse a eu. Et on verra la suite des choses dans 2 semaines. Mais d'ici ce temps-là, les gens de Québec vont se transformer en pompiers, vont éteindre les feux.
On fait tirer le deuxième tirage pour aujourd'hui, Guerre du 21e siècle de Ignacio Ramonet aux éditions Galileo. On fait ça à quel appel? Toujours au 514-343-CISM. Je vais prendre le troisième appel. Troisième appel, c'est parti. Bonne chance à tout le monde. Alors, chers auditeurs, en passant, lors de ma conférence thématique que je ferai à l'UQAM le 25 février prochain, il y a un seul think tank dans les 13 770 noms qui sont liés le who's who des clients de Bernard Madoff, le gigantesque arnaque de 50 milliards de dollars. Ce bonhomme de Wall Street qui a mis en place une structure pyramidale, une chaîne de Ponzi. Il y a un seul think tank. Il est en sol américain. Il est à New York. Et il s'agit de la chasse gardée de George Walker Bush, l'ancien président qui vient de sortir. Et ce think tank-là est celui qui tire les ficelles à Washington, à partir de New York, depuis depuis 40 ans. 40 ans! Ah, plus que ça, c'est 49 ans. Donc, chers auditeurs, on va parler de ça. Je le révélerai lors de ma conférence du 25, mais j'en reparlerai sans nom après on peut se garder des scoops quand même. On en reparlera ici après ma conférence du 25 et ce n'est pas une coïncidence que ce think tank-là soit enchevé en mèche avec notre ami Bernard Madoff, et ce sont les mêmes qui sont les chantres du marché autorégulé, du libre marché et bien sûr du néolibéralisme à tout craint, à l'économie capitaliste à gogo. Alors, on poursuit avec le Kohlberg Kravis Roberts, le fonds spéculatif relié avec les services secrets américains. Henry Kravis, lui, est né en 1944. Son père, Raymond Kravis, était l'associé d'affaires de Joseph Kennedy, qui était le père de John F. Kennedy, l'ancien président des États-Unis assassiné en 1963. Ils étaient associés, M. Raymond Kravis, dans le pétrole à Tulsa, aux États-Unis. Henry Kravis va se joindre à Bear Stearns dès la fin des années 50. Il est marié 3 fois. Sa première femme s'appelait Helen Diane Schulman. Sa seconde femme, Caroline Rome. Et la dernière porte le nom de Marie-Josée Drouin, qui, elle, vient de divorcer. À vrai dire, elle a divorcé à ce moment-là, dans les années 80, de monsieur le prédicateur de la baguette de l'Orchestre symphonique de Montréal, M. Charles Dutoit. Si, elle était mariée avec Charles Dutoit, mais il faisait pas assez d'argent. Donc, Mme Marie-Josée Drouin, qui s'appelle aujourd'hui Marie-Josée Kravitz, membre du Bilderberg et de la commission trilatérale, eh bien, elle est la femme, l'épouse, la digne épouse de Henry Kravis, un des fondateurs du KKR. Monsieur Henry Kravis est membre du Council for English, il est membre du groupe Bilderberg, il est membre de la Rockefeller University. Il va fonder le Republican Leadership Council, qui est un Public Action Committee, c'est un groupe de pression à Washington. En 1987, il fonde ça. Il va fonder ça avec Monsieur Louis Eisenberg. Puis, il va fonder le Henry Kravis Leadership Institute à son alma mater, qui s'appelle le Claremont McKenna College. Il est directeur, Monsieur Henry Kravis, de Duracell, de Safeway, de Borden, de Union Texas Petroleum, de American Reinsurance, de Gillette, de RGR Nabisco. Il possède des maisons à New York, à Southampton, à Palm Beach, à Meeker, à Sharon et à Paris. Dès le départ de son cousin Jérôme Goldberg de KKR en 1987, Henry Kravis va occuper son siège qui est alors laissé vacant. Dès 1980, le fonds spéculatif KKR devient le fonds de capital investissement le plus performant de Wall Street et sa méthode de rachat sauvage d'entreprises par l'endettement avec l'effet de levier, c'est le modèle à imiter pour tous les requins de la finance à gogo de Wall Street qui ont des dents très affûtées. KKR est enregistré au Delaware, mais surtout aux îles Caïmans, question d'éluder le fisc américain. KKR va recruter la plupart de ses conseillers au sein du Boston Consulting Group, une véritable pépinière à Boston, et de la banque JP Morgan Chase, appartenant au clan Rockefeller. Les principaux directeurs de Kohlberg Kravis Roberts sont Monsieur Sir John Bond, qui lui est directeur de la banque HSBC à Londres, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation, et il est également aussi directeur du Institute for International Finance de Washington. Et après ça, vous avez sur le conseil d'administration de KKR, M. Ed Hardzit, qui est directeur de Procter & Gamble. Vous avez M. George Fisher, qui est directeur de Motorola. Vous avez l'avocat Borden Gray, qui lui était l'avocat de M. Bush père, le père de George W. Qui vient de quitter la présidence. Alors, Bush père était président des États-Unis de 89 à 93. Et M. Borden Gray est également directeur de Microsoft. Il est membre d'ailleurs du Center for Strategic International Study, le think tank du Pentagone. Il est membre de le think tank d'extrême droite, le Reason Foundation, qui conteste tous les changements climatiques qui, pour eux, c'est un complot de socialiste, un peu comme ce qu'a dit Stephen Harper au pays. Il est membre d'ailleurs des groupes d'extrémistes de droite, la
Federalist Society. Et il est membre du think tank de droite Citizen for Sound Economy. Et il est membre également de cet organisme think tank de droite, le Freedom Works, avec Monsieur Dick Armey. Monsieur Dick Armey, d'ailleurs, est un ancien du cabinet de Reagan et de Bush père. Monsieur l'avocat Bolden Gray, il gère d'ailleurs les fiducies sans droit de regard de la famille Reynolds, de